cratyle. Le cratyle, alors ça s'écrit déjà C-R-A-T-Y-L-E, le cratyle. Donc là, on clôture pour cette année notre voyage platonicien. Et c'est un dialogue que je trouve intéressant, c'est pour ça que je l'ai choisi, et qui n'est pas extrêmement connu. Et dans le thème, parce que là, c'est une simplicité totale, le thème, ça va nous changer de la semaine dernière, est la problématique du langage et de la rectitude, de la justesse des noms. Des noms du langage. Alors, ce dialogue aurait été écrit vers 386-385 pour avoir un petit point de repère. L'Académie, Platon l'a créée en 387, donc là, 1-2 années après, il aurait écrit ce dialogue. Donc c'est un dialogue en fait qui clôt les œuvres de jeunesse. Cette année, on a étudié Le Tifron comme œuvre de jeunesse et qui prépare, on va dire, les dialogues de maturité. Donc là, nous remontons dans le temps par rapport aux lois et par rapport aux Timées, qui étaient des ouvrages vraiment de fin de vie. Donc, il annonce, d'une certaine manière, les œuvres de la maturité, et certains interprètes disent qu'il clôt les dialogues contre les sophistes, que représentait d'une certaine manière le Gorgias, le Protagoras, des dialogues qui mettaient en scène des sophistes, et qu'il esquisse dans ce dialogue sa fameuse théorie des idées, théorie des idées ou des formes, dont évidemment les ouvrages ultérieurs seront le développement, notamment la République, et puis le Timée, on l'a vu, et les lois, enfin tous les ouvrages ultérieurs. Donc c'est un ouvrage de transition où effectivement cette théorie des idées, des formes va être plus qu'esquissée même, et le langage va être un exemple d'application en fait de cette théorie. Et on sent aussi que nous sommes en discussion, échange, débat avec les sophistes, qui sont des grands spécialistes du langage et de l'utilisation des mots. Alors le cratyle est un dialogue simple qui met en scène seulement 3 personnages, Socrate, Cratyle, et un autre personnage qui joue un rôle aussi assez important, qui est Hermogène. Hermogène, comme Hermès et Génésis, Hermogène. Hermogène, donc, et Cratyle. Et Socrate. Donc, ce sont les 3 personnages du dialogue. Donc le sujet dont il est question est celui de la justesse, alors selon les traductions, de la justesse ou de la rectitude, de la justesse ou de la rectitude des noms. La question est de savoir si les noms sont d'origine naturelle, on va voir ce que ça veut dire, ou d'origine conventionnelle. Caractère naturel ou conventionnel des mots, des noms que nous utilisons donc
dans la vie courante. Et donc, c'est assez simple dans le dialogue, on a deux thèses qui s'opposent. Et Socrate, à qui on demande, plus ou moins, d'arbitrer et de donner des arguments pour, contre ces deux thèses. Alors, on a la thèse de Cratyle, qui consiste à dire que les noms sont justes par nature. Les noms sont justes par nature. C'est-à-dire qu'il existe pour chaque objet une juste dénomination. Donc, ceci n'a rien à voir avec le hasard ou quelconque convention ou code, mais qu'il y a une justesse par nature. Bon, on va développer, qu'est-ce que ça veut dire, notion de nature. Justesse par nature des noms, des mots, des différentes langues. Alors, pour savoir exactement comment ça se dit, ceci, le tout début du dialogue, où Hermogène, ça commence comme ça, le dialogue, interpelle Socrate et lui dit « D'après Cratyle que voici, il existe une dénomination correcte, naturellement adaptée à chacun des êtres. » Donc ça, c'est la théorie de Cratyle. Il existe une dénomination correcte, naturellement adaptée à chacun des êtres. Un nom n'est pas l'appellation dont sont convenus certains, en lui assignant une parcelle de leur langue qu'ils émettent, mais il y a, par nature, une façon correcte de nommer les choses, la même pour tous, grecs et barbares. Donc là, dès le début, on a vraiment l'argument principal de la vision de Cratyle sur les noms et le langage. Les noms qui nomment les êtres, mais aussi les choses, les objets, pas simplement les noms propres. Tous les noms qu'on utilise dans les langues. Vous allez voir. Vous voulez que je répète Si, parce que ça... Les mots sont très importants, particulièrement dans ce dialogue. Il n'est pas très très long, mais là, chaque mot compte. Non, mais c'est pas du tout évident. Disons, la problématique est simple. On a deux personnages, deux thèses qui s'opposent. Disons, là, c'est vraiment la trame, vraiment pas compliqué. Par contre, le sujet est subtil. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, d'après Cratyle, il existe une dénomination correcte, naturellement adaptée à chacun des êtres. C'est-à-dire qu'il y a une relation intime entre la nature d'un être ou d'un objet et son nom. Dans toutes les langues. Et voilà. Voilà. Un nom n'est pas l'appellation dont sont convenus certains en lui assignant une parcelle de leur langue qu'ils émettent, mais il y a par nature une façon correcte de nommer les choses, la même pour tous, et comme là on est en Grèce, le référent c'est grecs et barbares. Justement, c'est intéressant, parce que les barbares, c'est bien ceux qui emploient des barbarismes. C'est-à-dire qui ne parlent pas bien la langue grecque, qui la déforme. Oui, barbare, l'étymologie barbare, barbaros, c'est ceux
qui déforment la langue grecque, qui ne parlent pas la langue. C'est le critère qui fait la distinction entre un grec et un barbare. C'est justement de bien parler la langue. C'est pour ça que c'est... Et on est dans une culture où le mot, la langue, le verbe, le logos, est hyper important. Mais les barbares ont leur propre langue. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je vous indique le... Disons, justement, c'est la question. Comment ? La langue des barbares. Elle compte pas, alors. Si. Attendez. Voilà. Je sens que ça va être un sujet polémique, donc tranquille. On va essayer de se comprendre avec les mots. Donc, une façon correcte de nommer les choses, la même pour tous, grecs et barbares. Bon. Ça, c'est la position de Cratyle. On a l'autre version, l'autre vision, qui est celle d'Hermogène, qui, elle, se comprend, je pense, plus directement, qui prétend que la nature n'est pour rien du tout dans cette justesse ou cette rectitude des mots, mais que les mots ne sont qu'une simple convention, entre les hommes. C'est un code. Simple convention décidée, qui fait une décision individuelle ou collective, plutôt collective, et voilà. Donc là, il n'y a pas de référence à la nature, à l'être intime, à l'essence des êtres et des choses. Ce n'est que convention. Et donc, ça explique la multiplicité des langues, le fait qu'un même objet ou qu'un même être ait plusieurs dénominations, parce que ce n'est que la relativité, on dit, des conventions. Alors, comment il dit ça ? Hermogène, puisqu'il va défendre donc sa vision. Ma foi, Socrate, pour ma part, malgré tous les entretiens que j'ai eus avec lui, avec Cratyle, et avec beaucoup d'autres, je n'ai pu me laisser persuader que la rectitude de la dénomination soit autre chose que la reconnaissance d'une convention. Et donc, si dans une société, les gens utilisent les mêmes mots, c'est parce qu'ils ont signé le même accord d'utiliser tel mot pour désigner telle chose. Mais qu'il peut y avoir d'autres conventions qui font qu'une même chose soit désignée par un autre mot. À mon avis, quel que soit le nom qu'on assigne à quelque chose, c'est là le nom correct. Vous voyez, ça va très loin. Quel que soit le nom qu'on assigne à quelque chose, c'est là le nom correct. Et change-t-on de nom en mettant fin à la première appellation, pour moi, le second nom n'est pas moins correct que le premier. De même que lorsque nous changeons le nom des serviteurs, le nouveau nom n'est pas moins correct que le précédent. C'est vraiment un sujet intéressant parce que ça nous plonge dans toute la problématique de l'évolution des langues et des nouveaux mots qui apparaissent et comment les juge-t-on, ces nouveaux mots, par rapport aux anciens. Et aujourd'hui, on verra ça tout à l'heure, mais on est toujours dans ce questionnement par rapport à la langue. Et oui, et bien sûr, par le lien entre la langue et la pensée. Je sais ce que... ça est argument. Car, et c'est Hermogène qui continue, aucun être particulier ne porte aucun nom par nature, mais il le porte par effet de la loi, c'est-à-dire de la coutume. L'usage. La loi, c'est la législation, mais c'est aussi l'usage de ceux qui ont coutume de donner les appellations. Et donc, il y a une sorte de consensus sur le fait d'utiliser tel mot plutôt que tel autre. Et que ce consensus, évidemment, il change selon les époques et selon, évidemment,
les pays. Oui. Si. Les Grecs, vous savez, ils étaient férus de langage, et notamment à l'époque, les recherches étymologiques étaient extrêmement poussées. Les études grammaticales, étymologiques, le mot a toujours été important. Donc, il y avait... on n'a pas attendu l'Académie française pour avoir un dictionnaire. Bon, voilà les deux thèses en présence. Alors, si on veut employer des grands mots, ce qui est parfois le cas dans la linguistique, la thèse de Cratyle, donc les noms sont justes par nature, on va l'appeler le naturalisme. Je trouve que ça apporte rien, mais il faut le savoir, parce que parfois on dit les thèses en présence, le naturalisme. Bon, donc naturalisme, nature. Oui, mais en linguistique, c'est plutôt le naturalisme. Et la thèse d'Hermogène, qui dit la justesse des noms est simplement affaire de convention, donc on appelle cette théorie le conventionnalisme. Bon. Alors, pour bien rentrer dans le sujet, on va, 2 pages plus loin, voir un petit peu le développement des thèses en présence. Hermogène. Pour ma part, Socrate, c'est Hermogène qui parle, pour ma part, Socrate, je ne tiens pas que la rectitude d'un nom soit autre chose que ceci. Je peux, moi, appeler chaque chose du nom que je lui ai imposé. Tu peux, toi, l'appeler de tout autre nom que tu lui auras imposé. Il en est de même aussi pour les cités. Je le vois, chacune nomme d'une façon particulière des choses identiques, les Grecs en se distinguant d'autres Grecs, et les Grecs en se distinguant des barbares. Donc chacun peut utiliser le mot qu'il souhaite, et il n'y a pas un mot qui ait une meilleure valeur, connaissance qu'un autre. Alors Socrate, évidemment, est choqué. Socrate, Platon, est choqué par cette thèse. Voyons, Hermogène, est-ce que les êtres aussi t'apparaissent ainsi? Est-ce qu'ils ont une réalité particulière pour chaque individu, comme le disait Protagoras, avec sa formule « l'homme est la mesure de toute chose », prétendant que telles les choses m'apparaissent, telles elles sont pour moi, et que telles elles t'apparaissent, telles elles sont pour toi. Vous savez, ça c'est le fameux argument que l'on associe à Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose, donc telles les choses m'apparaissent, telles elles sont pour moi, et telles elles t'apparaissent, telles elles sont pour toi. Et donc, selon la manière dont elles t'apparaissent, tu vas lui donner un nom différent qui correspond à ta propre subjectivité, et il n'y a pas à juger, tout est valable. Même si c'est à l'origine de beaucoup évidemment, de dialogues de sourds, on va dire. Puisqu'il n'y a pas d'accord ou d'éléments consensuels sur le fait de savoir qu'est-ce que veut dire le mot. Donc, Socrate pose la question, ou bien les êtres te semblent-ils maintenir eux-mêmes une certaine stabilité de leur propre réalité? Enfin, c'est toujours la même question, mais posée là par rapport au langage. N'existe-t-il qu'un monde changeant, multiple, relatif, le monde dit sensible? Ou bien existe-t-il un autre plan de réalité, de stabilité, de choses qui sont hors du spatio-temporel, on va dire, changeant, et qui contiennent une part
aussi important de réalité que l'autre monde, si ce n'est plus. C'est ça l'esquisse de la théorie des idées, ou des formes, c'est-à-dire, bon, au-delà du monde directement accessible par les sens, qui est le monde sensible, n'y aurait-il pas, c'est pas posé comme ça, mais c'est en filigrane, ce fameux monde intelligible, le monde des idées, et rappelons-nous que idée, eidos, c'est la forme, mais forme, disons, principielle, originelle, qui font que c'est là où on a vraiment la racine. Et en matière de langage, c'est important de se poser la question des racines. Voilà ce que Socrate essaie de faire réfléchir Hermogène là-dessus. Et un petit peu plus loin, Socrate, qui donne assez clairement sa vision, par conséquent, s'il n'est pas vrai que tout soit similaire pour tout le monde en même temps et toujours, s'il n'est pas vrai non plus que chacun des êtres existe d'une façon particulière pour chacun, il est évident que les choses ont elles-mêmes une certaine réalité stable. Voilà la fameuse réalité stable, qui leur appartient et qui n'est pas relative à nous. Qu'elles ne sont pas dépendantes de nous, entraînées çà et là par notre imagination. Elles ont par elles-mêmes un rapport à leur propre réalité, conformément à leur nature. Donc par nature, quand on dit les mots sont juste par nature, il faut entendre la nature, les caractéristiques de l'essence, de l'être. Pas la nature sensible, manifestée, multiple, plurielle, changeante, subjective, et qui là, effectivement, dépend de nous, dépend surtout de nos sens. Là, on est dans un autre plan qui sera accessible, mais par un autre outil que les sens, mais ce sera la pensée. Puisque l'idée, la forme, le monde intelligible, s'il est intelligible, donc on peut le comprendre par l'outil mental, par l'intelligence, la pensée. Ça va ? C'est le début, disons, du dialogue. Alors, petite parenthèse par rapport à cette notion de convention, puisque c'était un des grands arguments des sophistes que d'opposer justement la convention à la nature. Pour eux, la convention était arbitraire et cette convention s'oppose aux produits de la nature. C'est pour ça que, pour les sophistes, la loi, la vérité, tout ça n'avait pas de fondement naturel, mais n'était le fruit que de simples conventions individuelles ou collectives. Et les sophistes voyaient dans le langage, eux-mêmes qui utilisaient beaucoup le langage, puisque l'arme, l'outil essentiel du sophiste, c'est le langage, ils le considéraient comme le produit d'une convention. C'est-à-dire qu'ils appliquaient ce fameux aphorisme de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Donc si c'est l'homme qui donne valeur et sens aux choses, le langage, lui-même création humaine, n'a pas de valeur intrinsèque en soi. C'est le fruit d'une convention. Donc, et ça va très loin, puisque ça veut dire qu'on peut à peu près dire tout sur tout, et qu'il n'y a pas de discours qui soit vrai ou faux.
puisque là on tombe dans disons l'extrême du sophisme, qui est le relativisme. On peut défendre une même chose et son contraire avec la même puissance et la même véracité, la même densité, disons, de vrai. Tout ce qui sera dit sera également vrai ou également faux, mais donc ne sera ni vrai ni faux. Et donc, c'est évidemment la raison pour laquelle Socrate, Platon vont rejeter la théorie d'Hermogène, le conventionnalisme, puisque pour eux, ce n'est que reconnaître l'omnipuissance ou l'omni-importance du monde sensible au détriment de ce qui est, pour Platon, Socrate, le monde réel par essence, qui est le monde intelligible. Donc, vous voyez que cette problématique du langage n'est qu'une application qui permet de rentrer dans cette problématique de l'époque, du combat de Platon contre les sophistes, par rapport à la structure du réel. Et le langage étant un outil privilégié pour illustrer sa vision du réel. Dire, le problème du langage dans le Cratyle n'est pas simplement un problème de linguistique ou un problème technique, mais renvoie à une vision du monde. C'est un problème métaphysique, en fait. Ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'études linguistiques sont terriblement sèches et techniques, sémantiques, où on va vraiment décortiquer. C'est parfois ce que c'est devenu, la linguistique. Là, on n'est pas dans un problème de technique, ou de disséquer les mots, mais plutôt voir comment le langage, comment les mots sont une application d'une vision du monde. Alors, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous les marquez, on en parle tout à l'heure. Ah, c'est... Oh. Alors, revenons à notre dialogue. Socrate, donc, est appelé là comme arbitre. Bon, vous voyez que c'est un arbitre un peu partisan. Et il va évidemment soutenir la thèse de Cratyle, donc la nature des choses, et vous expliquer un petit peu les quelques arguments que Socrate va employer à l'appui de cette thèse de Cratyle. Puisque pour lui, le nom est un instrument qui sert à instruire, c'est important, le nom est un instrument, un outil qui sert à instruire et à discerner l'essence des choses. Ça c'est, disons, un peu le résumé des arguments de Socrate. Le nom est un instrument qui sert à instruire, et instruire dans quel sens ? Dans le sens d'apprendre à chacun à discerner l'essence des choses. Donc de remonter à l'essence des choses. Donc en aucun cas, ça ne peut être qu'une technique, qu'un outil, disons, sensible. Alors, premier élément, les noms sont faits pour instruire. Donc, tous les arguments de Socrate vont être des arguments très importants pour tous ceux qui ont un rôle dans la transmission ou l'apprentissage du langage. Qu'on s'occupe des petits ou des plus grands. Donc, les noms sont faits pour instruire. Donc, ils sont partie prenante importante de l'éducation.
Alors, comment Socrate développe cet argument? Il dit nommer les choses, hein, employer les noms, les appeler, c'est un acte. C'est une action. Or, les actes, comme les choses, ont une existence stable. Ça, c'est on va dire le présupposé, hein, c'est le postulat. Les choses ont une existence stable et pas simplement mouvante et changeante, donc les actes aussi. C'est donc en conformité avec leur propre nature qu'ils se font. C'est-à-dire, quand on agit, si on veut agir juste, bien, c'est en conformité qu'on doit le faire avec la nature de l'acte et pas simplement selon sa propre subjectivité. Alors, comme Hermogène a un peu de mal à comprendre, il va donner des exemples. Il va donner de multiples exemples. Si, par exemple, nous voulons couper quelque chose, couper, nous devons couper suivant la façon naturelle de couper et en employant le bon outil, l'outil qu'il faut pour couper. Dans un autre texte, Platon va définir même le travail du dialecticien comme, il va le comparer presque à un boucher qui découpe la viande en connaissant parfaitement les articulations. Bon, je crois que c'est un exemple trivial, mais quand on découpe un poulet, on sait très bien que ça peut devenir un cauchemar si on ne sait pas exactement où prendre l'articulation. C'est très intéressant parce que dans le langage, on va aussi trouver les articulations. Donc, les justes articulations, et aussi, il faut un bon couteau. Donc, nommer les choses, c'est-à-dire parler, nommer les choses, c'est aussi un acte dont le nom est l'instrument qui va servir à instruire et à distinguer la réalité. C'est pour ça qu'il y a cette idée qu'il faut toujours être vigilant ou conscient sur les justes mots à employer. Parce que c'est un outil, et un outil puissant. Donc, il s'ensuit, là je cite, qu'il faut nommer les choses suivant la manière et le moyen qu'elles ont naturellement de nommer et d'être nommées. C'est-à-dire, il va falloir trouver le juste mot, le juste nom qui correspond à l'essence de l'objet ou de l'être. Et le bon instructeur doit user du nom comme il faut, c'est-à-dire de façon propre à instruire. Comme un bon tisserand se sert comme il faut de la navette. Il va donner aussi l'exemple du bon tisserand qui utilise à bon escient la navette comme un outil. Et donc, il faut la bonne navette, il faut savoir utiliser la navette pour faire aussi, c'est une belle image, le tissage, parce que le langage est aussi un tissage. Vous voyez toutes les analogies, les fameuses analogies entre la découpe, le tissage, pour faire comprendre l'importance du langage et qu'utiliser un mot plutôt qu'un autre n'est pas du tout neutre, n'est pas du tout superflu, n'est pas du tout secondaire, et que, par exemple, les recherches ou l'étude étymologique n'est pas une fantaisie, n'est pas un amusement pour savoir d'où viennent les mots, mais c'est métaphysique. Ça a un aspect ontologique, c'est-à-dire qui nous renvoie à l'être, à l'essence. C'est en cela que je trouve justement la science étymologique,
science de l'origine des mots et de la révolution, tout à fait passionnante, parce que on rentre dans vraiment le cœur des choses. C'est pour ça qu'on finira tout à l'heure par quelques exemples étymologiques que Platon donne. C'est à peu près la moitié du dialogue. Au milieu, il y a énormément de recherches étymologiques pour comprendre les noms des dieux et les noms des principales actions. Donc là, je vous en ai sélectionné quelques-unes pour montrer que on touche là vraiment à quelque chose qui est au cœur de la métaphysique et de l'être. Donc, voilà, les noms sont faits pour instruire, c'est pas un surplus ou un amusement, c'est fondamental. Et on doit pouvoir utiliser les justes noms à leur juste place. Donc là, si vous voulez défendre l'importance de la langue, là vous avez vraiment des arguments intéressants, importants, de poids. Alors, deuxième argument apporté par Socrate, établir les noms, c'est-à-dire qui choisit les noms, dans ce cas-là, qui établit les noms. Il va nous expliquer que le fait d'établir les noms, c'est un art difficile qui est pratiqué par les législateurs, c'est-à-dire relève de la loi, les législateurs. Donc il dit, c'est Hermogène, établir les noms, c'est un art difficile. Et si notre fameuse navette du tisserand est l'œuvre du menuisier, de quel artisan le nom est-il l'ouvrage? C'est-à-dire, qui fabrique les noms? Et là, la réponse de Socrate peut sembler étonnante, mais il répond, c'est la loi. C'est la loi qui met les mots à notre disposition. Et il continue en disant à Hermogène, ce n'est pas au premier venu qu'il appartient d'établir le nom, mais à un faiseur de noms, enfin un spécialiste des noms. Et celui-là semble être bien le législateur, qui, par la loi, et aussi ensuite par l'usage, va être à la source de ce consensus autour des noms, mais pas parce que c'est simplement une convention, mais parce que, étant le spécialiste et celui qui connaît l'essence, un peu mieux l'essence des choses, il aura trouvé le juste nom. Donc ça peut ressembler à une convention, mais ça n'est pas une convention. Le travail fait par le législateur. Le législateur, dans ce sens, serait l'artisan le plus rare au monde. C'est-à-dire celui qui est capable de choisir les noms justes et d'être dans la rectitude des noms. Alors, il développe un petit peu quelle serait cette tâche du législateur dans ce sens. De même que le menuisier, il revient toujours à cette image du menuisier, de même que le menuisier fabrique une navette. Et s'il veut que sa navette soit juste, la juste navette, la rectitude des navettes, il doit avoir les yeux fixés sur la forme de la navette. C'est-à-dire, traduisons, sur l'idée de la navette. La navette en soi. Le fameux « in », c'est en soi, l'idée de la navette. Qui fait que toutes les navettes du monde se ressemblent, parce qu'elles sont chacune reliées ou qu'elles participent, la fameuse théorie de la participation, de l'idée de la navette, qui elle est unique. Alors, vrai, c'est aujourd'hui une vision qui n'est pas forcément courante, parce qu'on est dans la multiplicité des objets. On ne se demande pas, quand on voit une table ou un verre ou une carafe, de dire, bon, quelle est la carafe en soi, quel est le verre en soi, quelle est la table en soi. C'est la grande question platonicienne. Propre de la théorie, de la vision platonicienne, c'est de dire, il y a une réalité en soi.
dont le monde sensible n'est qu'une image, n'est qu'un reflet. Hein? Donc, de même, le fameux législateur, qui est à l'origine des noms, devrait savoir ce qu'est le nom en soi. C'est-à-dire, avant d'appeler un objet tel, livre, pouvoir dire ceci est un livre, pour Platon, ça veut dire qu'on est capable de le rattacher, cet objet temporel, changeant, à l'idée immuable du livre en soi. Et donc pour les noms, c'est pareil. Le législateur doit savoir ce qu'est le nom en soi, le nom naturellement approprié à chaque objet. Là, chaque mot est important. Le nom naturellement approprié à chaque objet, pour pouvoir ensuite le décliner en sons et syllabes. Mais le fait d'ensuite décliner en sons et syllabes n'est qu'une conséquence du fait d'avoir capté le nom en soi. Et que, comme il faut bien communiquer, relier les uns aux autres. Alors, c'est pas une convention, puisque là, on remonte au nom en soi. Quand on parle de convention, on disait les conventions des sophistes ou la thèse d'Hermogène, c'est simplement un accord dans le monde sensible, où il n'y a pas au préalable cette remontée au monde intelligible. C'est ça la différence. Donc, évidemment, Platon, toujours nous avons besoin de conventions, ça fait partie aussi du vivre ensemble. Mais pour certains éléments fondamentaux, comme le sont les mots, les noms et le langage, il faut remonter à l'intelligence. Et c'est la tâche normalement du législateur. C'est pour ça qu'il va dire, Socrate, c'est pas facile d'être législateur. Parce que ça veut dire être un métaphysicien. Et pas simplement un faiseur, je dirais, un peu péjoratif, mais un faiseur de lois ou de codes. Donc, il y aurait donc pour chaque chose un nom unique qui se trouverait appliqué par le législateur à une matière sonore variable selon les lieux. Ce que Socrate explique, c'est qu'à partir du moment où on est remonté au nom en soi, évidemment, quand on redescend pour le décliner en sons et syllabes, là, oui, on va se retrouver avec une multiplicité de langages, et c'est là on va retrouver la différence entre le grec, le barbare, mais aussi la multiplicité de la tour de Babel, quoi. Mais comme autant d'habillage spatio-temporel distinct, mais par rapport à une même réalité. Et c'est la raison pour laquelle, même si les hommes de la Terre parlent des milliers et des milliers de langues différentes, ils pourraient se comprendre. Parce qu'il y a cette idée d'unité. Si ces mots sont justes, c'est-à-dire sont reliés à l'essence des choses. Et même si on parle des langues différentes, on peut se comprendre. Et pas simplement avec le langage des gestes ou un langage non verbal. Avec le langage verbal, à condition que chaque nom, donc nom multiple des différentes langues, soit relié consciemment au nom en soi. Ça explique aussi pourquoi un même objet, une même chose, un même être, peut avoir plusieurs dénominations qui ne s'excluent pas forcément les unes les autres. Donc vous voyez que cette vision, quand même, répond à la problématique de multiplicité des langages. Alors. Mais le législateur, avant d'avoir fait ce travail, il est quoi ?
Est-ce que le législateur il est né dans un milieu où il parle? Avant d'avoir inventé cela, il a quoi, des gorgorismes? Oui, la racine, elle n'est pas innée. Pourquoi avant? Pourquoi créer un avant et un après? Disons, là, il décrit la tâche idéale du législateur. Donc, que le législateur soit éduqué, soit formé pour être législateur. C'est pas quelque chose, effectivement, où, dès le berceau, on va utiliser bon, c'est l'objet d'un travail, d'une éducation, d'un apprentissage. Un législateur ne naît pas législateur, il se forme. Il s'est formé avec quoi? Avec Socrate va nous dire avec qui va-t-il se former? Qui devra diriger et juger l'ouvrage du législateur? Et là, la réponse est très claire. Celui-là est l'homme qui connaît l'art d'interroger. C'est-à-dire que le travail du législateur est soumis à un travail d'interrogation, un travail plus profond, plus subtil, qui est celui du dialecticien. Et c'est là où clairement Socrate, Platon, nous dit que le travail du législateur doit être soumis à l'exigence et au travail du dialecticien. Et le dialecticien, c'est celui qui connaît justement les articulations de la pensée et du langage. Et c'est celui qui peut remonter à la source. Mais peut-il y avoir de pensée sans langage? Pour Platon, oui. Voilà, Bien sûr. Puisque le monde intelligible, dans la vision platonicienne, le monde intelligible est indépendant du monde sensible. C'est-à-dire qu'il est. Que le monde sensible soit là ou pas. Le monde intelligible, le monde qui contient les idées, les archétypes, il est. Il est de tout temps, il est atemporel, et donc il est, qu'il se reflète ou non dans un monde sensible. C'est pour ça qu'il est, ontologiquement, il est le monde des origines, du fondement et de l'être. Par contre, le monde sensible, par exemple, nos langues, nos mots qui s'échangent dans le monde sensible, sont dépendants du monde intelligible. Il n'y a pas de monde sensible sans monde intelligible, puisque le monde sensible est un reflet, est une image du monde intelligible. Il ne peut pas y avoir de monde sensible sans monde intelligible. Par contre, le monde intelligible est, donc il n'est pas soumis, il n'est pas esclave du monde sensible. Et c'est ainsi que Platon explique dans sa fameuse théorie de la participation le fait que nous naviguons entre les deux, entre le monde intelligible et le monde sensible, et qui est ce fameux travail de descente, de remontée, d'ascension, et justement ce tissage, parce qu'on peut vraiment parler de tissage, entre le monde intelligible et le monde sensible. Donc tous les dialogues pratiquement de Platon, où Socrate est là, cette fameuse torpille qui va interroger, c'est de dire, bon, tu parles du monde sensible, très bien, mais t'es-tu posé la question de la source, de la cause? C'est à la fois la source et la cause, l'origine et le fondement, on dit, de ce monde sensible. C'est-à-dire, toi, l'avocat, qui prône la justice, très bien, est-ce que tu t'es posé la question de ce qu'est le juste? Toi, l'artisan qui fait des belles cruches, est-ce que tu t'es posé la question du beau? Toi, le scientifique, le chercheur, qui connaît plein de choses, est-ce que tu t'es posé la question du vrai ou du juste? Il renvoie toujours à d'où vient le fait que les choses sensibles soient ce qu'elles sont. Et le travail du dialecticien, puisque la dialectique, le dialogos, justement,
est la suprême discipline chez Platon. Elle est nourrie de mathématiques, de géométrie, on a vu, mais il n'y a pas de discipline supérieure à la dialectique, puisque la dialectique est ce qui permet de remonter pas à pas, étape par étape, au monde intelligible. La caverne, c'est ça. Et le monde intelligible, on voit le soleil, c'est-à-dire les idées, le bien. Nourri de cette vision, on peut redescendre dans la caverne. Et qu'est-ce que ça veut dire redescendre dans la caverne? Ça veut dire que la vision qu'on aura de la caverne sera différente, à condition de garder en mémoire la vision du monde intelligible. Parce que si on l'oublie quand on rentre dans la caverne, d'où l'importance de ce contact avec le monde intelligible et de la mémoire, pour changer le regard qu'on va avoir sur la caverne en y redescendant. Et c'est ça le propre de la philosophie platonicienne, c'est une conversion du regard, pas une conversion religieuse. On ne se convertit pas à un autre type de croyance, mais une conversion du regard. C'est-à-dire, on regarde les choses d'un autre point de vue. En tenant en même temps le monde intelligible et le monde sensible, puisqu'il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Et la philosophie telle que les Grecs l'entendaient, enfin moi, Platon et ses successeurs, c'est le fait de pouvoir tenir ce paradoxe du monde intelligible et du monde sensible. C'est pour ça qu'il y a chez Platon, et il est le dernier d'une longue tradition, qui explique qu'il y a un aspect dans l'âme qui est immortel, et qu'il y a une partie qui est tout à fait mortelle. Hein, c'est la tripartition de l'âme. Que l'âme est ternaire. Hein, c'est le fameux cocher et les 2 chevaux, 3. Hein, qu'il y a une partie qui est immortelle et qui donc appartient à ce monde intelligible, et les autres qui appartiennent au monde sensible. Alors, ça, c'est ce qui est discuté depuis 2500 ans. Quoi. C'est cette théorie de la participation, que chaque élément participe des 2 mondes. Et c'est ça qui rend l'existence complexe. Hein, c'est comme si on a voilà, 2 éléments qui tirent en sens inverse dans les mains et qu'il faut quand même avancer. Complexe, mais pour tous ces philosophes dans cette lignée qu'on va retrouver à la Renaissance, qui fait aussi la grandeur et la dignité de l'existence humaine, puisqu'il y a une véritable tension. Hein, vous imaginez 2 chevaux qui vont dans le sens opposé, et il ne faut pas simplement faire du surplace, il faut éviter de tomber dans l'ornière et il faut continuer à avancer. Et c'est là où se joue l'enjeu justement de cette vision philosophique, avec donc au sommet la dialectique, qui n'est pas simplement une discussion, thèse, antithèse, synthèse, non, c'est une ascension, en fait, vers l'origine et la source des choses. Pas à pas. C'est ce qui va nous donner la technique, hein, l'outil du dialogue. Le dialecticien, c'est celui qui pratique le dialogue. Le dialogue comme le fait de déjouer tout ce qui est opinion, préjugés, tout ce qui peut être un voile, hein, à une appréhension plus proche du réel. Voilà ce que c'est, ce monde intelligible vers lequel amène le dialecticien. C'est pour ça qu'il dit, le législateur n'est pas tout puissant, son travail doit être soumis à l'exigence du dialecticien. Et l'image, je trouve, des articulations est juste, de trouver dans une pensée, dans un raisonnement, les articulations. Ce qui va donner très concrètement un plan, non ? Première idée, deuxième idée, hein ? Et les articulations, c'est ce qui permet de se mouvoir. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de nos problèmes viennent de nos articulations. Hélas. Oui.
Parce que, non mais très concrètement, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. très concrètement, c'est là où il faut mettre de l'huile, quoi. Hein. C'est là où ça coince. C'est là où ça coince. Ça, c'est le... Bon, et comparer, c'est parce que c'est choquant, comparer un dialecticien à un boucher. Bon, quand je vois mon boucher, je pense pas forcément à un dialecticien. Mais c'est le même travail. Non, mais c'est vrai. C'est le même travail sur une autre matière. Bon, ça va mieux? Ça va moins bien? Tant mieux, très bien. Faut pas que les choses soient trop claires. Alors, donc, le dialecticien, le travail du législateur sous la direction du dialecticien. Et finalement, Socrate en conclut que Cratyle a raison. Donc il est contre la vision d'Hermogène. Bon, après il va mettre quelques bémols là-dessus, mais Cratyle a raison. Et un dernier argument que je trouve intéressant, c'est qu'il dit que le langage n'est pas qu'une imitation. Là, c'est tout un... On a vu la notion un peu de convention, il y a la notion de l'imitation. L'imitation, imiter. Imiter. Ah, la limitation, oui. Non, pas la limitation. L'imitation. L'apostrophe. Imiter. Le mimésis. Que le langage n'est pas qu'une imitation, et notamment, comme certains le disaient, une imitation du monde sensible. Là, je vais vous donner quelques exemples. Parce que certains disent... donc c'est un autre argument que combat Socrate, que la justesse des noms, ou la rectitude des noms, pourrait se fonder simplement sur leur valeur imitative. C'est-à-dire qu'un nom vient de l'observation d'un objet, et que, selon le bruit, par exemple, qu'il va faire, on va créer le nom. C'est ce qui va nous donner, par exemple, les fameuses onomatopées. Ou le cri des oiseaux. Pourquoi on appelle un coucou un coucou? Ou le cocorico. Enfin bon. Donc certains disent, bon, c'est très simple, hein, les anciens ont écouté les bruits de la nature et ils ont donné les noms en fonction des bruits qu'ils entendaient. Donc les noms seraient de simples onomatopées. Et Socrate, donc Platon, va récuser une telle conception. Dans le sens, dire que le mot n'est pas l'imitation de la chose dans ce qu'elle a de sensible, mais dans ce qu'elle a d'intelligible. Hein, c'est toujours le même argument. S'il y a imitation, c'est pas l'imitation du monde sensible, donc du fait de l'observation, mais l'imitation du plan intelligible. Donc ce n'est pas, le mot n'est pas de l'onomatopée, mais le langage provient d'une généralisation, c'est-à-dire c'est une abstraction, quelque part. Donc même s'il y a quelques onomatopées dans le langage courant, elles ne sont pas majoritaires. Les onomatopées ne sont qu'une part très infime du langage. L'interjection, les onomatopées, les cris ou l'imitation des sons de la nature ne sont tout au plus que la matière brute de la parole. Le vrai langage, c'est important, le vrai langage commence quand cesse l'imitation grossière des objets et là où commence la pensée. C'est-à-dire qui dit langage dit pensée et pas observation du monde sensible ou imitation du monde sensible, mais pensée. Oui, le vrai langage commence quand cesse l'imitation grossière des objets et là où commence la pensée. C'est une autre manière. Vous voyez comment ces différents arguments, bon, hein, qui construisent un petit peu
argumentaire complet, hein, sur les noms qui instruisent, les noms qui sont le fait des législateurs, qui sont soumis aux dialecticiens, et le fait que le langage est une imitation, peut être considéré comme une imitation, certes, mais du monde intelligible et pas du monde sensible. Donc s'il y a quelque chose à imiter, si on veut créer un nom, un nouveau nom, il ne s'agit pas simplement d'imiter le monde sensible, mais il faut remonter ou avoir accès au monde intelligible. Donc évidemment, c'est un autre critère d'exigence par rapport à la création des noms. Oui, là, c'est bien sûr. Alors, après, il va donner quelques objections, mais on va faire une petite pause. Ça va m'ouvrir un peu L'intérêt, c'est aussi de se poser des questions. Je crois qu'on se pose peu sur les mots, sauf les linguistiques, les spécialistes. Mais pourquoi on emploie tel nom plutôt que tel autre? D'où vient-il? L'étymologie, tout ça, on est tellement collé au nom qu'on emploie. C'est passionnant. Alors, Socrate va quand même énoncer quelques objections à la théorie qu'il défend, celle de Cratyle. Il admet, c'est les petits bémols, montrer qu'il n'est quand même pas tout d'une pièce. Il n'est pas sectaire. Donc, il admet que parfois la convention a joué un rôle dans la formation des mots. Il n'est pas dupe. Non. Il est d'accord avec le fait que parfois il y a eu des mauvais législateurs. Et oui, ce ne sont que des hommes, donc ils ont plus ou moins, il y en a des meilleurs que d'autres, et que parfois ils se sont trompés, ils ont trouvé des noms inexacts. Et alors, c'est un peu déroutant, c'est vrai, dans le dialogue, il arrive à la conclusion que finalement, si on intègre ces objections, on est bien obligé de se rendre compte que les mots sont parfois des guides peu fiables, du fait des erreurs humaines, et que, ma foi, s'il est possible de connaître les choses directement, sans passer par les noms, eh bien, il ne faut pas se priver. Donc, c'est assez étrange, un dialogue sur le langage, qu'une des conclusions est de dire, finalement, essayons de nous passer du langage, où on peut se passer du langage dans la mesure où on est capable de saisir l'essence des choses et des êtres sans passer par eux, puisque parfois ils peuvent nous fourvoyer, nous couper. Et c'est toute la problématique du savoir si le langage nous rapproche du réel ou nous en éloigne. Puisque il prend en considération l'imperfection de certains mots, du fait de l'imperfection des hommes, par rapport à cette capacité, comme on dit tout à l'heure, de remonter à l'essence. Donc, en fait, vous voyez, c'est pas un dialogue aporétique, parce qu'on n'est pas sur une impasse, mais le dialogue se termine sur une ouverture, en fait, sur une certaine vision, finalement, un peu prudente sur le langage. Et donc, il se termine sur comme en général les dialogues réellement aporétiques, ça semble être une impasse, mais en fait c'est aussi une ouverture pour prolonger le questionnement. Et là, très clairement, le Cratyle invite à prolonger la réflexion sur le sujet. Alors, une des dernières phrases de Socrate, c'est déjà bien beau de reconnaître qu'il ne faut pas partir des noms,
et qu'il vaut beaucoup mieux apprendre et rechercher les choses elles-mêmes en partant d'elles-mêmes qu'en partant des noms. Donc on finit sur une certaine méfiance, prudence vis-à-vis du langage. Et là, évidemment, c'est aussi une pierre dans le jardin des sophistes, qu'il vaut beaucoup mieux apprendre et rechercher les choses elles-mêmes en partant d'elles-mêmes. Mais d'elles-mêmes, c'est d'en haut, qu'en partant des noms. Donc là, il met aussi prudence de ne partir que des noms, parce qu'ils ne sont pas tous justes. Il n'y en a pas toujours les critères permettant de déceler le juste nom de celui qui ne l'est pas. Alors, vous voyez, ça s'éclaircit quand même considérablement, cette histoire. Alors, avant de passer à la cerise sur le gâteau, qui est les quelques belles étymologies que je vous ai sélectionnées, je voudrais vous apporter 2 petits commentaires sur ce texte. Parce qu'en fait, bon, vous avez compris, c'est un questionnement qui est toujours extrêmement d'actualité. L'évolution du langage, la création de nouveaux mots, l'évolution des mots, le travail même de notre Académie française sur le dictionnaire, c'est une des spécificités françaises, donc je pense qu'on peut vraiment être fier. Et donc, c'est vraiment un sujet intéressant. Et bien souvent, la linguistique, la science linguistique contemporaine, épouse un peu cette théorie, cette vision d'Hermogène, à savoir que les langues sont des systèmes de signes arbitraires, avec c'est une réflexion sur le signifiant, le signifié, parfois un langage assez technique, mais un peu comme si le langage était un monde à part, ayant aussi ses justifications, ses spécificités, et donc c'est aussi ceux qui en sont les porte-paroles. Et il est parfois pas simple de comprendre ce que veut dire un linguiste, parce que, comme on disait tout à l'heure, parfois les mots sont plus des prisons que des éléments d'ouverture. Alors, ça dépend, bien sûr, là je généralise outrageusement, mais pour dire que la science linguistique est pas du tout évidente à aborder, alors que le sujet qu'elle pose est vraiment un sujet fondamental. Chez Saussure, chez Benveniste, chez tous les auteurs, les grands linguistes, chez Chomsky aussi, est toujours lié entre l'inné et l'acquis et en quelque sorte un processus d'évolution. Certes. Elle n'est pas coupée, ce processus d'évolution. Certes. Encore faut-il... oui, je suis d'accord, mais encore faut-il arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire. Pour accéder au monde intelligible, il faut de véritables efforts. Certes. Pour le monde intelligible, je suis d'accord. Parfois pour comme il dit Socrate, pour des vaticinations un peu... c'est pas toujours évident. Donc, je ne veux pas vous décourager d'aller lire les ouvrages des linguistes, mais c'est souvent un peu technique. Donc, simplement, moi, au ras des pâquerettes, deux commentaires sur ce texte. Pour comprendre que dans la pensée traditionnelle, dont Platon est un des représentants, la nature, et ça c'était quand même une idée très 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 répandue, la nature s'exprime par le langage. Et quand je dis la nature, là c'est vraiment N majuscule, l'intelligence de la nature, les lois de la nature. S'exprime par le langage parce que les Grecs vont appeler le logos, le verbe. Mais que c'est une spécificité pas simplement grecque, qu'on trouve dans toutes les traditions. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, que la nature s'exprime, que le canal privilégié
d'expression de la nature et de ses lois mathématiques, entre autres, comme on a vu la semaine dernière, s'exprime par notre langage, par la voix humaine, notamment par l'intermédiaire des poètes, c'est-à-dire du langage poétique, qui a un rôle très privilégié dans cette transmission, dans cette expression, plus exactement, de la nature par l'homme. Donc Pythagore enseignait par exemple que les noms, puisqu'il avait quand même une idée aussi sur la question, les noms ont un lien de nature, il emploie aussi ce terme de nature, un lien de nature avec les objets qu'ils désignent. Et donc il y avait pour Pythagore et pour tous les anciens Grecs un rapport de nature entre le nom et la forme, c'est-à-dire ensuite le son, la syllabe qui était employée pour désigner cet objet. Une correspondance, mais vraiment intime, entre l'objet ou l'être et son nom. Par exemple, pour les anciens Grecs, le poète, inspiré, quand il délivrait une parole, ce n'était pas pour simplement parler ou tenir un discours arbitraire ni même personnel, c'était la voix sacrée des puissances de la nature. C'est ce qu'on appelle chez les Grecs le hieros logos, c'est-à-dire la parole sacrée. Et donc, très important la parole, évidemment, pour être le canal d'expression de la nature, des lois de la nature ou du divin, on va dire. D'où le nombre très important d'œuvres poétiques, puisque le langage poétique permet parfois de faire passer des concepts justement un peu abstraits ou contradictoires ou paradoxaux que le langage, disons, plus quotidien ne permet pas. Parce que le langage poétique n'est pas binaire. Justement, toutes les traditions s'accordent à dire que le langage poétique est le seul langage qui permet justement la plus juste expression du sacré ou du divin. C'est pour ça que les grands textes sacrés sont en fait des textes poétiques. Et que si on les aborde de manière trop littérale, on leur fait perdre leur sens. On va les décortiquer, on va les découper et on va perdre la substantifique moelle du message qui est au-delà des mots eux-mêmes pris dans leur sens. C'est ce qui explique aussi le grand combat qui existe toujours entre les littéralistes, qui prennent les textes au pied de la lettre, on va dire, et ceux qui voient une signification plus symbolique ou qui débordent la signification littérale. Et là-dessus, c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'à partir d'un même texte, on peut faire dire des choses diamétralement opposées. Et ça, c'est vrai de tous nos textes sacrés. Donc, on ne peut pas dire « Ah, mais allez voir dans ce qui est dit ». C'est que chacun va avoir son interprétation. Et c'est valable pour la Torah, c'est valable pour le Coran, c'est valable pour la Bible, pour le Popol Vuh, pour les Védas, pour le Yiking. Alors, un exemple dans la tradition indienne, parce que ça permet de comprendre aussi pourquoi dans l'éducation traditionnelle, il y a cet apprentissage du par cœur, qui était très très important. Et il faut bien comprendre, bon, évidemment, après, ça s'est peut-être transformé, mais pourquoi à l'origine, les textes sacrés, on les apprend par cœur, à la virgule, à l'intonation près. Notamment dans la tradition indienne, hindoue, les Védas, le Mahabharata, la Bhagavad Gita étaient appris par cœur. Il fallait le déclamer, le chanter, avec la juste intonation, avec les justes ponctuations, parce que un seul élément mal prononcé ou oublié change tout.
Oh, c'est pas grave. On apprend par cœur. Oh, l'important, c'est le sens. Non. C'est important le sens, de comprendre ce qu'on raconte. Mais ce qui est très important aussi, c'est cette discipline du par cœur. Pour un texte qui a du sens. Parce que c'est être à un moment donné le canal de cette nature, de ce sacré qui dépasse celui qui le dit. C'est pour ça qu'il y a une sorte aussi d'universalité de la poésie qui n'existe pas forcément dans d'autres types de textes plus pédagogiques ou plus didactiques, plus conceptuels, où là on peut vraiment s'étriper. Mais la poésie est porteuse d'universalité par le fait que c'est un langage qui est très proche de cette source, de la nature, enfin, ce que les Grecs ou les Indiens appelaient les lois de la nature. Dans la tradition indienne, par exemple, on a une expression Namarupa. Nama, c'est le nom. Nama, c'est le nom. Rupa, la forme. Et on emploie ce double mot ensemble. Namarupa. C'est le nom et la forme sont indissociables. C'est pour ça que les sages indiens, autrefois, apprenaient par cœur des milliers et des milliers de vers, en étant très exigeants sur le respect de ce nom et de cette forme. Dans la vision indienne, parler, notamment lire un texte sacré, c'est convoquer une réalité présente dans la nature. On convoque une puissance qui nous est supérieure, mais l'être humain devient à ce moment-là canal. Ça fait beaucoup réfléchir sur la créativité de l'artiste, du poète. Est-ce que c'est une création personnelle ou est-ce que c'est une canalisation de quelque chose qu'il capte? C'est vrai pour tous les artistes, mais là on parle de la problématique de l'art. Mais là, on parle bien de... Ça me fait penser à l'interprète, Michael Moussebel, qui est une comédienne connue, quoi. Et qui expliquait, enfin moi ça m'avait surprise il n'y a pas longtemps dans une interview, il expliquait que, donc il est reconnu comme un comédien de talent, que la plupart du temps, quand c'était des textes difficiles, il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Et il les transmet parfaitement, quoi. Donc ça corrobore ce que tu me disais. Mais effectivement, c'est un canal. Et j'ai déjà connu effectivement des comédiens qui intellectuellement ne comprennent pas. Il m'expliquait, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre ça, parce que j'essaie d'intellectualiser malgré moi. En fait, le comédien, il n'essaie pas d'intellectualiser. Il s'en tient au texte à la virgule près. Et quand le texte, comme tu dis, est un texte signifiant. Oui. Et il se contente d'être le canal. Effectivement, j'ai entendu... C'est le génie de l'interprète. Voilà. Qui capte. Oui, qui capte. Quelque chose. Et c'est là où ça peut toucher... Je dirais même un poème dit dans une autre langue, à la limite, peut toucher, même si on ne comprend pas les mots, peut toucher l'âme autant qu'un texte de sa propre langue, parce qu'il y a un élément d'universalité. Pour Platon, l'universalité, elle est dans le monde intelligible, dans l'idée, dans la forme. D'où la nécessité de modérer soigneusement son langage, de ne pas tenir un propos, là c'est dans la tradition indienne, qui pourrait offenser les dieux et provoquer leur courroux. En Inde, la parole var en sanskrit, c'est vraiment la pensée comme puissance. C'est d'abord une pensée qui s'exprime à travers la parole et qui est donc douée d'une puissance. C'est là aussi permet de comprendre que la parole est un outil qui peut être extrêmement puissant. Soit dans le sens de l'élévation, de l'ascension et quelque chose qui est presque transpersonnel, soit au contraire une puissance qui peut être destructrice. C'est toujours l'ambivalence de la chose. Là, l'épouse de Brahma, dans le panthéon indien, est la déesse de la parole. On peut dire que cette notion de parole, du verbe,
parole, verbe, c'est créateur. Enfin, c'est créateur. C'est, on va dire, organisateur. C'est l'expression vraiment d'une puissance. Donc, dans la conception traditionnelle, le pouvoir des êtres et des choses se communique par les mots. C'est pour ça qu'on peut parler de langue sacrée. Le sanskrit, l'hébreu, le grec, sont des exemples de langues qui véhiculent, enfin on peut dire ce sont des langues sacrées, qui véhiculent, l'arabe bien sûr, autre chose que la stricte signification des mots. Et le passage du grec au latin, par exemple, ça fait perdre énormément de choses, et aujourd'hui, nos langues sont des langues profanes. Et comme on disait tout à l'heure, par exemple, quand il nous manque des mots, quand on voit dans le sanskrit, dans le grec, dans l'arabe, la richesse des mots pour définir différentes choses dans leur subtilité, ça prouve aussi qu'il y a la richesse des mots, ça veut dire qu'il y a aussi la richesse de la pensée. C'est-à-dire qu'on a les catégories mentales. Quand on a un mot, ou même pas de mots pour définir tel état ou telle chose, c'est que c'est pas simplement qu'il manque le mot, mais c'est qu'il manque la case mentale qui permet de concevoir le principe. Donc c'est là où c'est vrai que les langues sont des révélatrices, pas simplement de la langue comme outil de communication, mais de pensée d'une civilisation et d'une culture. Et qu'une langue comme le sanskrit, qui devient une langue morte, voilà, on parle de langue morte. Parce qu'on n'est plus capable Ça, de les mettre en vie. voilà, ça veut dire qu'on ne peut plus les garder vivantes, tout à fait. Donc c'est vraiment important. Donc, l'exemple des récitations de textes sacrés, se tromper, c'est-à-dire se tromper dans la récitation, c'est un acte qui a une portée ontologique, c'est-à-dire qu'on commet une erreur. On est hors de la vérité. Donc, bon. Deuxième point, bon là plus strictement platonicien, c'est que ce dialogue nous permet de voir le langage comme un intermédiaire entre l'intelligible et le sensible. Par rapport donc à la théorie platonicienne, intelligible, sensible, bon clairement, le langage qui, c'est vrai, est une abstraction, qui est une généralisation, parce que, par exemple, on ne va pas donner un nom différent à tous les livres. On va dire, on généralise. Donc il y a un travail d'abstraction, ce qui permet de reconnaître tous les livres sous l'appellation livre. Ça veut dire que ce n'est pas chaque objet qui a un nom, mais chaque catégorie d'objets. Donc il y a un travail d'abstraction et de généralisation pour le langage. Donc c'est évident que ça vient pas simplement de l'observation du monde sensible, mais c'est pas non plus l'expression totalement abstraite de l'idée. C'est pour ça que le langage est vu, et le Cratyle pour ça est un bijou, pour comprendre le langage comme une médiation entre le monde intelligible et le monde sensible. Donc, c'est un lieu de passage obligé, c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas s'intéresser au langage, ou on ne peut pas se passer de langage, en fait, parce que là, c'est un peu de la provocation que fait Socrate à la fin. Bon, passons-nous du langage, puisqu'on peut aller aux objets en eux-mêmes. Très bien, mais ça veut dire que là, on vit tout seul, quoi. Bon, à partir du moment où on vit en société et on est obligé de communiquer, d'échanger, de vivre ensemble, le langage est un passage obligé. Mais c'est le passage obligé par lequel la pensée s'exprime, c'est-à-dire l'idée, la pensée s'exprime dans un espace-temps déterminé. C'est pour cela que ce langage est relié, est ancré à la fois dans le monde intelligible par rapport aux essences, mais aussi, comme tout élément de médiation, il est plongé
dans le monde sensible, avec tout ce que ça comporte d'affectivité et de côté tout à fait concret. Donc, c'est une vision qui permet d'allier l'unité, on va dire, du langage universel, et puis la multiplicité des dialectes, des langues, qui sont, elles, en symbiose avec une contrée ou une histoire, des choses extrêmement spatio-temporelles. Donc, le langage est à l'articulation, on va dire, à la couture entre intelligible et sensible. Et donc, dans cette vision de la participation, c'est vrai que le langage a un rôle privilégié. Parce que c'est une musique aussi. Les textes sacrés, en général, se chantent. Donc il y a en plus de la mélodie. Et là, ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on a vu la semaine dernière sur les mathématiques. Presque, moins il est codé, plus il est universel. Parce que dans la musique, par exemple, il y a des codes. Mais par exemple, un cri de douleur, c'est un cri de douleur, quoi. À partir du moment où c'est un cri de douleur, il va être universel. Pratiquement tout le monde, quand il souffre, crie de la même façon, que ce soit l'indienne d'Amazonie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dès que c'est codé, je pense que c'est moins universel, parce que chacun, selon la société, sa tradition, oui. L'art, la musique, ça va aller directement à l'émotion, ça fait appel directement à l'émotion. Oui, mais l'art, la musique, c'est un langage. C'est un langage plus universel. Oui, oui. La musique, c'est un langage Oui. universel. Oui, oui, tout à fait. Alors là, il n'y a pas besoin de traduction. Donc, si on veut résumer la vision un peu platonicienne, on peut dire que le monde humain évolue à travers la puissance des idées dans l'expression du langage. C'est-à-dire qu'il est normal que le langage évolue, que les langues évoluent. Il n'y a pas du tout question de figer. Non, il faut figer les langues. Non, les langues appartiennent aussi à ce monde sensible. Donc il faut qu'elles évoluent, il faut qu'elles changent, et les êtres évoluent aussi concomitamment à ces langues. Mais, donc on peut créer des mots, on peut inventer des nouveaux mots, et les dictionnaires doivent s'enrichir, et des mots au contraire qui disparaissent. Le critère, la condition, c'est a-t-on gardé le lien avec le monde de l'essence. Si ce critère est respecté, on peut créer des nouveaux mots. Ils auront sens. Et sinon, ce seront des mots vides de sens. À partir du moment où on considère le langage comme cette charnière, en fait, ce monde intermédiaire entre l'unité et le multiple. Ça va? Alors, comment? La cerise. Ah, la cerise. Alors, vous n'avez pas eu le gâteau, mais vous avez la cerise. Je vous ai résumé, parce qu'il faut savoir que dans le Kratil, alors là, il y a eu de multiples interprétations sur la structure de ce dialogue. Toute la moitié du dialogue, c'est au milieu, c'est de l'étymologie. Où là, Platon se fait plaisir, ou veut montrer qu'il est tout à fait dans le coup de la science étymologique. Et donc, sur les noms de Dieu, sur les noms propres, il y a, Socrate explique plein d'étymologies. Et on s'est posé beaucoup la question du pourquoi de cette partie étymologique. Est-ce que c'était une diversion? Est-ce que... Bon. Et si l'étymologie vous intéresse, vous allez vous régaler dans tout le milieu en fait du Kratil, du dialogue. Il doit y en avoir un, oui, Alors, on ne va pas toutes les regarder, mais... Merci, Jacqueline. Donc, je vous ai fait une sélection, pas des noms propres, parce que sinon vous avez tous les noms des dieux, tout ça, mais c'est un peu plus pointu, de quelques noms communs
qui sont cités par Socrate dans le Cratyle. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Psyché. Psyché, le psyché, psyché, l'âme, souffle. C'est ce qui, par sa présence... Donc là, je vous ai... ce sont des citations du Cratyle. Je vous ai repris textuellement. Faire attention. Le texte du Cratyle. Donc, c'est ce qui, par sa présence, est cause du vivre pour le corps, parce qu'il lui donne la possibilité de respirer en le rafraîchissant. Anapsukon. Donc là, il va expliquer l'étymologie et parfois il conclut. Bon, là, je ne sais pas trop, mais là, c'est plus certain. Autre explication, c'est ce qui ordonne et maintient la nature de tous les autres êtres pour les faire vivre et se mouvoir. Vous voyez, c'est une autre explication du terme psyché. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces recherches étymologiques sont assez imagées. Et que si vous regardez un peu les différents noms qui sont là, il y a quelque chose qui frappe, c'est l'importance du mouvement. Du mouvement. Pour relier les choses, être dans le flux, dans le mouvement. Enfin, c'est moi ce qui m'a frappé en faisant cette liste, c'est que il y a très souvent cette référence au mouvement et que celui qui s'arrête, fait barrage, fait obstruction, que ce soit le mouvement de l'âme, les transports. Enfin, vous verrez, c'est assez récurrent. Donc psyché, d'où ça vient, psyché. Parce que, évidemment, beaucoup de nos mots viennent du grec. Latin, mais beaucoup du grec. Ça revient. Grand balancier, donc ça revient. Soma, le fameux soma, le corps. Certains disent c'est le tombeau de l'âme. Vous savez, cette fameuse expression soma sema. Donc, le corps vu comme un tombeau. Donc, là où l'âme est ensevelie. Sema signifie aussi signe. Et alors là, c'est différent. C'est par le corps que l'âme signifie tout ce qu'elle signifie. Et on ne peut pas dire que l'une exclut l'autre. Puisqu'en fait, ce même terme, sema, peut avoir plusieurs significations. Donc vous voyez que selon qu'on voit le corps comme le tombeau de l'âme, ou comme en fait le canal par lequel l'âme signifie ce qu'elle a à signifier, c'est pas pareil. On est sur deux registres différents. Et les deux peuvent être justes. Comme élément, l'âme vue comme un élément intermédiaire et s'exprimant dans le corps. Comme on a vu la semaine dernière, comme un élément intermédiaire entre l'esprit et le corps. Donc le corps peut être vu comme le tombeau de l'âme. Ça, c'est souvent ce qu'on a retenu de la vision platonicienne. L'âme prisonnière, l'âme ensevelie, etc. Mais de manière beaucoup plus positive, ça peut être vu aussi, le corps, comme l'outil d'expression de l'âme. Et c'est ce qui nous amène donc à prendre soin du corps, à respecter le corps, à faire justement la gymnastique, ça, pour qu'il soit en harmonie avec l'âme. Et pas simplement comme le support d'une certaine diabolisation du corps. Vous voyez, selon qu'on prend le tombeau ou l'expression de l'âme, ça change tout. Selon les orphiques, une autre expression, l'âme purge une peine qu'elle doit payer et le corps est une enceinte qui doit la garder à l'image d'une prison. C'est une troisième signification de garder une enceinte. Alors on peut voir l'enceinte comme une prison, mais aussi
on peut voir comme la source de cohésion. Et ce qui évite à l'âme de partir dans tous les sens, c'est le corps qui le garde. Vous voyez? Donc, cette recherche étymologique nous ouvre des horizons sur des idées. Je vous vois perplexe là. Non, plus... non, non. Alors, phronésis, la réflexion, pensée du transport et du flux. Et la réflexion est un mouvement, c'est un flux. Et la jouissance du transport. Donc c'est quelque chose de dynamique, la réflexion. Hein, souvent, nous on dit « Allez, je réfléchis. Bouge plus, prends la main, hein, je réfléchis. Ne me dérange pas, je réfléchis. » Et en fait, la réflexion, là, c'est au contraire quelque chose hyper dynamique. Un transport. Hein. Et aussi de la jouissance du transport. C'est intéressant, cette étymologie. C'est-à-dire que la réflexion n'est pas quelque chose de triste. Sophrosune, la sagesse. C'est la sauvegarde, c'est une explication, hein, sauvegarde de ce que nous venons de voir, la réflexion. C'est-à-dire, être sage, c'est emmagasiner, thésauriser la réflexion. Sauvegarde de ce que nous venons de voir, vous voyez? C'est-à-dire, voilà, on ne se disperse pas, ce qu'on a compris, ce qu'on a acquis par la réflexion, on le garde, on le thésaurise. Et c'est là où ça peut devenir sagesse. Il y a un autre mot pour sagesse qui est le plus connu, hein, c'est évidemment Sophia. Hein, Sophia. Mais dont Socrate dit là que c'est un mot en fait non attique, mais lacédémonien, qui voudrait dire l'âme chemine avec les choses. Donc là aussi c'est très beau, toute cette idée du cheminer avec. On transporte, on bouge, on est en mouvement. Bon, épistémé, le savoir. Épistémé, le savoir, appartient à une âme qui suit les choses transportées sans trop se hâter ni rester en arrière. Vous voyez, c'est très imagé. C'est-à-dire, savoir, hein, c'est être dans ce mouvement, hein, en même temps de raison, mais ni trop rapide, ni trop lent. Donc ça fait référence à un peu un juste vitesse, juste mouvement. Dikaiosune, la justice, l'intelligence du juste, qui viendrait donc de dikaion sunesis. Dikaion, le juste. Le mouvement, encore une fois, qui parcourt le tout, rapide et subtil. Mais dikaion, c'est aussi la cause, ce par quoi quelque chose naît. Vous voyez, là aussi, il y a plusieurs façons de voir le juste. Le mouvement qui parcourt le tout, mais aussi la cause. Donc la cause ontologique, hein, de comment les choses sont. Adika, l'injustice, l'empêchement de ce qui parcourt. Donc, si la justice est vue comme un mouvement, l'injustice est ce qui bloque. Techné, l'art, le maintien de l'esprit avec une transformation. Ce qui va nous donner technique, technologie. Technologie. Mécané, invention ingénieuse, de mécos, grandeur, et anein, accomplir. Accomplir quelque chose de grand. Invention ingénieuse. Vous voyez comment aussi le mot, aujourd'hui, c'est un peu transformé, hein, avec le mécanique, qui est un petit peu, justement... répétitif, robotique, alors qu'à l'origine, mécané, l'invention ingénieuse. Arrêter la fameuse vertu. Cours de l'âme bonne, ce qui coule toujours sans arrêt et sans empêchement. Ce qui est toujours fluide. Hein, la vertu vue comme, disons, une fluidité. Kakya,
bon, le vice de kakos ion, tout ce qui va mal. Délia, la lâcheté, entrave forte de l'âme, l'entrave la plus forte, dit Socrate, la lâcheté. Aporia, notre fameuse, ce qui va donner notre fameuse aporie, impasse, embarras, ce qui empêche d'aller et de cheminer. Vous voyez, c'est vraiment, c'est puissant, hein, cette idée du mouvement et de ce qui empêche le mouvement. Et donner, et onésis, l'action qui tend vers la jouissance, ce qui va donner l'hédonisme. Hein. Euphrosouné, la gaieté, mouvement, le mouvement de l'âme bien accordé aux choses. C'est ce qui est bon. Épitumia, notre fameuse partie inférieure de l'âme, épitumia, le désir, force qui va vers le thumos. Puisque la structure de l'âme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a nous, thumos, donc le courage, l'impulsion, et épitumia, la force qui va vers le thumos, mais qui est donc inférieure, subordonnée à. Thumos, bien de thusis, la ferveur, ébullition de l'âme, notre cheval fougueux, il est plein de thumos, la ferveur, l'ébullition. Iméros, bon ça il faudra dire, tu diras ça à Fernand, Iméros, c'est l'élan, le courant qui tire le plus puissamment l'âme, c'est très beau, c'est ce qui tire l'âme vers le haut, Iméros. La doxa, bon, la fameuse doxa, très importante chez Platon, c'est l'opinion, la doxographie, les opinions, c'est le monde de la doxa. C'est soit acte de poursuite de l'âme lorsqu'elle chemine en poursuivant la connaissance de choses, soit au jet d'une flèche à partir d'un arc. Ça, c'est une très belle image aussi, ou du tireur à l'arc qui poursuit la connaissance avec son arc, qui arrive à capter les choses, à tirer une opinion de cette flèche. Oiesis, la croyance, impulsion de l'âme vers l'objet. Aboulia, ce qui va donner la boulie. L'irréflexion, manquer le but, ne pas atteindre ce qu'on a projeté. Donc être dans cet état un peu d'irréflexion, de ne pas pouvoir atteindre, disons, un certain état d'impuissance, de non. Bon, voilà, quelques exemples, je trouvais intéressant parce que ça n'est pas toujours conscient de la richesse des mots qu'on utilise, sauf quand on est des passionnés du Robert.